Bonjour à tous, merci d'être là ce midi pour cette table ronde sur l'inclusion en éducation et formation. Voilà, on est très heureux de vous voir dans cette salle et je suis très heureuse d'accueillir nos trois intervenantes que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc d'abord, je voulais juste dire un mot sur l'inclusion, la place de l'inclusion dans cette semaine de conférence. Donc c'est un des fils rouges, qu'on a appelé fil rouge de la semaine, avec le numérique et le bien-être. Et on a eu quand même plus de 100 communications sur ce thème, plus d'une vingtaine de symposiums. Donc effectivement, ça a quand même suscité, on va dire que presque un tiers des communications, des interventions se portent sur l'inclusion. On a aussi parlé d'inclusion ce matin avec la conférence de Céline Bouks et notamment sur l'importance, sur la pédagogie coopérative. Et nous avons aussi ouvert la semaine lundi avec une table ronde sur l'inclusion. Enfin, excusez-moi, pas sur l'inclusion, sur les demandes faites à la recherche par les acteurs de terrain. Et lors de cette table ronde, on a effectivement aussi beaucoup parlé d'inclusion du point de vue des acteurs de terrain, et on a beaucoup parlé des injonctions paradoxales auxquelles sont confrontés les enseignants dans le contexte vaudois, avec notamment donc cette demande de répondre à la diversité des besoins de tous les élèves afin de permettre que chaque enfant réalise son potentiel. Donc nous allons aujourd'hui parler d'inclusion, donc dans un contexte plus large, qui dépasse bien sûr le contexte vaudois, plus large et peut-être plus international aussi. Et on va s'interroger sur donc, ce nouveau référentiel de de l'éducation inclusive, un référentiel a priori prometteur, généreux, très attractif, qui est devenu central dans les discours et les orientations qui sont proposés par les institutions en charge de l'éducation, à la fois au niveau local, national, mais également international, à travers les organisations qui jouent un rôle grandissant dans le domaine des politiques éducatives, comme l'OCDE, comme l'UNESCO, comme l'Union européenne. Donc, nous proposons dans cette table ronde d'interroger ce référentiel et les enjeux et tensions dont il est porteur, à partir de plusieurs interrogations. Donc d'une part, quelles sont les hypothèses théoriques et normatives qui sous-tendent ce référentiel? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette éducation inclusive et notamment la façon dont il est, conceptualisé par ce grand discours mondialisé sur l'éducation inclusive? Deuxièmement, quelles approches théoriques peuvent nous permettre d'appréhender ce référentiel et quelles sont les pistes heuristiques pour penser l'inclusion aujourd'hui? Et puis, à travers aussi une troisième interrogation, quelles sont les implications pour les politiques d'éducation et de formation et pour les professionnels, donc en termes de pratiques pédagogiques. Et notamment, on va se centrer sur les promesses qui sont faites par les nouvelles technologies, l'inclusion des robots à l'école et tout ce qu'ils promettent en termes d'inclusion et d'inclusion de tous les élèves. Alors donc pour parler de ces enjeux, nous accueillons trois intervenantes, trois expertes qui vont nous donner un éclairage spécifique sur cette question. Donc tout d'abord la professeure Nassira Edgerassi, professeure des universités en sciences de l'éducation à Sorbonne Université et à l'INSPE de Paris, de l'Académie de Paris, excusez-moi, qui est aussi présidente de l'association de recherche sur le genre en éducation et en formation, l'ARGEF. Donc ces recherches portent sur les pédagogies critiques féministes, les pédagogies anti-oppressives, les inégalités imbriquées, donc sexe, race, classe et éducation, et les rapports éducation-école, les professions intellectuelles supérieures et le genre, notamment sur les parcours de femmes intellectuelles, les carrières d'enseignantes-chercheuses également. Et elle a récemment dirigé un ouvrage sur les pédagogies émancipatrices qui couvre un champ allant de la réception de Paulo Freire à l'histoire de la philosophie de l'éducation en passant par Dewey et Freinet. Elle a également dirigé récemment un ouvrage sur genre, image et représentation dans les sphères de l'éducation, la formation et le travail. Nous accueillons également Marie Verhoeven, professeure de sociologie à l'Université catholique de Louvain, qui donc au GIRCEF, directrice de GIRCEF.
Il y a eu un petit changement, je crois, récemment, mais donc le groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation. Donc j'ai moi-même eu la chance de faire un post-doctorat au GIRCEF, donc je suis particulièrement heureuse d'accueillir Marie aujourd'hui. C'est un centre de recherche très dynamique et très très sympathique. Donc elle mène des recherches en sociologie de l'éducation, sociologie de la culture, ainsi que dans le domaine de l'interculturalité en contexte post-migratoire. Alors ces activités de recherche se sont d'abord centrées sur la compréhension des changements culturels et normatifs dans le domaine de l'éducation dans les sociétés post-industrielles. Elle s'est ensuite tournée vers la question de la diversité culturelle dans l'éducation. Et de manière transversale, elle s'intéresse aux fonctions de socialisation de l'éducation de l'école au cœur de nos sociétés contemporaines plurielles. Donc, elle coordonne notamment un large projet au GIRCEF qui s'intitule « Faire société dans un monde incertain, quel rôle pour l'école ?» Et ces dernières années, elle a également examiné comment les récentes politiques d'égalité des chances en Belgique et en Europe plus largement sont sous-tendues par de nouvelles conceptions de la justice et de nouveaux discours normatifs mondialisés. Et donc c'est à partir de cet éclairage qu'elle nous présentera ses réflexions. Et enfin, nous accueillons Assunta Viteriti, qui est professeure associée à l'Université de Rome, au département de sciences économiques et sociales, dont les travaux de recherche portent sur la science et la technologie, les études genre dans l'éducation, la transformation entre l'éducation, la formation et l'emploi, et les politiques d'éducation et de formation. Ces travaux récents se portent entre autres sur les stéréotypes de genre dans les domaines spécifiques des sciences et de la technologie, et également sur la robotique à l'école. Donc elle a pu présenter son projet récent dans un symposium hier, et elle va aussi nous parler aujourd'hui. Donc cette question de l'inclusion des robots à l'école et des promesses tenues ou non en termes d'inclusion et de diversité, de reconnaissance de la diversité. Donc à partir de ces différents éclairages, dans un premier temps, je demanderai à chacune des participantes de formuler ses réflexions en 10 minutes, de nous présenter leur perspective sur la question de l'inclusion. Et dans un deuxième temps, je laisserai chaque participante reprendre un point particulièrement saillant qui vous a interpellé, et vous aurez 5 minutes donc, pour réagir aux propos de vos co-intervenantes. Et enfin, j'ouvrirai le temps pour les questions du public dans la salle. Voilà, merci beaucoup. Alors je passe tout de suite la parole à Marie. Marie Verhoeven, merci. Voilà, merci beaucoup Cécile, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici avec vous. Alors c'est évidemment une gageure de faire tenir une réflexion sur les fondements normatifs de l'école inclusive en 10 minutes. Mais donc voilà, j'ai dérogé un peu au code d'une table ronde en préparant tout de même un petit support visuel à mon exposé, et je vais lancer d'ailleurs mon chrono pour essayer de pas trop déborder. Donc voilà, l'inclusion en éducation, il ne faut presque plus la présenter. Il s'agit aujourd'hui, depuis finalement 1 à 2 décennies, d'un discours, d'une sémantique, d'une rhétorique extrêmement dominante dans les discours internationaux, portés initialement par les grandes instances internationales, puis relayés largement par les politiques nationales. Elle constitue aujourd'hui un véritable référentiel, une matrice cognitive, une matrice normative qui permet de penser les problèmes éducatifs. Et donc mon hypothèse est que cette matrice formule un nouveau langage pour énoncer ce que seraient des perspectives désirables en éducation. Et la question que je voudrais poser avec vous, c'est celle des enjeux normatifs qui sont présents dans ce nouveau cadre, cette conception de l'éducation inclusive. Quelle conception de la justice sociale porte ce référentiel ? Quelles intuitions de justice, quelles attentes de justice finalement se manifestent derrière ce discours. Et pour ce faire, eh bien, j'aurai recours à plusieurs théories de la justice, des théories redistributives, l'approche par la reconnaissance et l'approche par les capabilités, en montrant que ces trois approches de la justice finalement éclairent chacune certaines questions, certains enjeux de l'inclusion en matière d'éducation,
éducation et qu'ils doivent probablement être mobilisés conjointement et parfois l'un contre l'autre si on veut pouvoir se doter d'un appareil critique pour évaluer finalement ce référentiel. Et donc oui, pour ce faire, j'ai mis la référence d'un papier que j'ai coécrit avec une collaboratrice, une doctorante, Amandine Bernal, qui servira de base un petit peu à cette réflexion. Et donc voilà, l'éducation, le référentiel de l'éducation inclusive, finalement, il est effectivement pas tellement nécessaire de le détailler, vous le connaissez tous. Ici, je ne fais que synthétiser des travaux de collègues illustres, Ebersold, d'autres, qui finalement définissent, et je résume un peu une analyse de contenu très brève qu'on pourrait faire de ce référentiel en disant quel est l'enjeu. Il s'agit de garantir à chaque individu, quelles que soient ses caractéristiques individuelles, qu'elles soient physiques, cognitives, émotionnelles et sociales, c'est-à-dire qu'on le prend comme un acteur situé, genré, racisé, etc., le droit d'accéder aux meilleures conditions possibles d'apprentissage et de développement de soi, dans un objectif de protection contre les vulnérabilités, dans une perspective d'égalité d'intégration, d'accès au bien-être et de participation au développement non seulement économique, mais aussi humain. Et ce, tout au long de la vie. Donc on voit que c'est un paradigme, un référentiel qui englobe finalement des définitions, des aspects extrêmement larges de la justice éducative. Alors, je ne vais pas développer ça ici, mais dans le chapitre, on développe toute une réflexion sur le fait que ce référentiel, en fait, ce n'est pas un hasard d'un point de vue sociologique qu'il émerge, il est tout à fait en écho, en résonance avec ce que des sociologues comme Beck, par exemple, Ulrich Beck, appellent la grammaire sociale de la seconde modernité globalisée, mais donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la montée de l'individualisation, du principe de singularité, un rapport plus post-conventionnel aux normes et aux valeurs, la reconnaissance du pluralisme normatif, entre autres, sont des points cardinaux, et aussi un nouveau rapport à l'espace et au temps, notamment de la formation, qui deviennent de plus en plus ouverts et dynamiques. Mais bon, donc je ne développerai pas cet aspect-là, mais donc ce paradigme, il ne surgit pas dans un vide sociologique, il répond à un contexte sociologique bien particulier. Il est aussi sous-tendu par une grammaire normative, c'est-à-dire que s'y exprime, donc, comme je le disais, un nouveau langage pour énoncer les perspectives désirables en éducation. Il y a des nouvelles attentes de justice qui s'y expriment, notamment en termes de reconnaissance de la singularité et en termes de capacité, c'est-à-dire de liberté de conduire sa vie, au sens d'Amartya Sen, par exemple. Et donc, il me semble que ce paradigme, il appelle un renouvellement des conceptions de la justice éducative. Le cadre ressourciste rawlsien de l'égalité des chances traditionnelle ne suffit plus, se révèle insuffisant pour penser ces enjeux de justice aujourd'hui. Donc, ce qu'on a tenté de faire dans le papier, c'est de montrer comment trois théories de la justice majeures de la période contemporaine pouvaient être mobilisées de manière complémentaire pour décrypter, à la fois de manière heuristique, mais aussi de manière critique, ce paradigme inclusif, qui, je le rappelle, donc, met l'élève comme individu singulier au cœur de l'action. Il s'agit de permettre à chacun... Quels sont les objectifs ? Ils sont multiples, c'est ça aussi, ce paradigme inclusif, il est extrêmement il poursuit des objectifs multiples. Respect, bien-être, épanouissement, développement des potentialités de chacun, ce que j'appellerais le développement d'une capacité à faire face à des nouveaux environnements de vie tout au long de la vie et des objectifs de participation économique, sociale et citoyenne. Il y a des attentes très fortes aussi posées sur les organisations éducatives auxquelles on demande, on attend d'elles qu'elles soient responsive, qu'elles répondent à la diversité et aux singularités, qu'elles soient aussi affordant, donc qu'elles donnent des ressources aux individus pour qu'ils puissent se développer et qu'elles soient réflexives, tout ça dans une perspective de cohésion sociale. Alors,
tout ça repose en effet, me semble-t-il, la question de la justice éducative. D'abord, on a basculé vers, je ne sais pas si on sait lire, oui voilà, des perspectives de justice extrinsèques, c'est-à-dire ce qui compte aujourd'hui en termes d'évaluation d'un système éducatif, d'une organisation éducative, c'est ce qu'elle produit, que ce soit en termes d'apprentissage, que ce soit en termes de développement individuel, de développement social, de développement économique, d'employabilité, de citoyenneté, peu importe, mais on regarde les effets ex post. Hein, beaucoup plus qu'auparavant quand on était dans le paradigme de l'égalité d'accès, l'égalité des chances, l'égalité des droits ex ante. Ça, c'est une première considération transversale. Deuxième réflexion, quand on s'appuie sur les théories ressourcistes de la justice sociale, donc héritées de Rawls, l'égalité de droits, l'égalité des chances. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que ce principe n'existe plus. Hein, bien sûr, on continue à mobiliser la question de l'égalité des droits, l'égalité de traitement, etc. Mais elle se reconfigure, elle prend de nouvelles connotations, notamment, ça c'est ce que montre Ebersold en termes d'accessibilité, et au fond, elle bascule aussi vers une perspective davantage ex post. Il s'agit moins de garantir les droits ex ante que de vérifier qu'il y a des acquis qui sont atteints par les individus, les socles d'apprentissage, et elle se recompose aussi dans une perspective dynamique, c'est-à-dire qu'en fait l'enjeu est de garantir non plus en amont du système, mais je dirais à toutes les étapes de la scolarité et même de la vie, des conditions sociales, pédagogiques et institutionnelles qui permettent à chaque fois de garantir une sorte d'adéquation entre l'individu, ses talents, ses mérites et un système d'opportunités sociales. Donc le principe d'égalité des chances reste opératoire, mais tout se passe comme s'il était traversé par une temporalité plus dynamique et il traversait davantage toute la scolarité. Mais ça, ce n'est pas sans doute l'évolution la plus majeure des référentiels normatifs qui traversent l'inclusion. L'autre référentiel qui est évident dans ce discours inclusif, c'est l'approche par la reconnaissance. Honnête, bien sûr, plante, par exemple, en s'intéressant aux conditions sociales de la construction des identités personnelles, de l'intégrité, de l'image de soi, de l'intégrité psychique, mais aussi de l'intégration sociale. Donc, en posant cette question de la reconnaissance sociale, en prenant ce cadre-là pour décrypter les attentes de justice au sein de l'école, on observe qu'il y a toute une série d'attentes de justice qui se formulent en termes de reconnaissance. Vous savez probablement que chez Honnête, il y a 3 registres de la reconnaissance, hein, un registre plus relationnel et moral, un registre juridique et un registre socio-économique de l'utilité sociale. En fait, ces 3 types d'attentes de reconnaissance sont présents très très fort dans l'école aujourd'hui, dans l'école inclusive. En tout cas, elles traversent, me semble-t-il, la manière dont les problèmes scolaires sont pensés aujourd'hui. On pense de plus en plus l'école comme un espace relationnel, comme un lieu de socialisation, hein, la montée des thématiques comme le mépris, le harcèlement, les demandes de reconnaissance de la part des élèves est tout à fait emblématique de cela. On voit également l'école de plus en plus comme un espace d'apprentissage de l'exercice des droits, comme le montre la montée de la démocratie à l'école, de la citoyenneté, l'apprentissage de la citoyenneté, et enfin, comme un lieu de construction de l'utilité sociale, avec la question, bien sûr, plus instrumentale de l'employabilité. Mais ces 3 questions sont des questions de reconnaissance, et l'école est de plus en plus considérée comme une institution qui doit participer à la montée, enfin, à une dynamique de reconnaissance à tous les niveaux, un relationnel, juridique et en termes d'utilité sociale. Et la fameuse montée du principe de discrimination qui est au cœur de tous les discours sur la justice éducative aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la décrypter à partir de ces 3 logiques de reconnaissance. La discrimination pèse en termes relationnels, c'est une blessure morale. C'est également une incapacité d'exercer ses droits si on est discriminé.
ou une incapacitation de l'exercice des droits, et c'est aussi un blocage en termes d'accès aux positions sociales. Donc les trois registres de la reconnaissance sont coprésents dans la lutte contre les discriminations. Et le troisième cadre de justice que je vais évoquer très rapidement, c'est bien sûr l'approche par les capabilités, telle qu'elle a été plantée par Sen et ses suiveurs, j'ai envie de dire. L'approche capacitaire qui est d'ailleurs explicitement mobilisée par les institutions internationales lorsqu'elles parlent d'école inclusive, mais souvent dans des versions un peu appauvries si on prend la complexité du modèle. Donc l'approche par les capabilités pose au cœur de la justice sociale la reconnaissance non plus d'une égalité formelle des sujets, mais de la diversité humaine, et la capacité est posée comme la liberté réelle d'atteindre des réalisations de vie, des cours de vie que l'on valorise. Ces éléments-là sont extrêmement prégnants aussi dans le discours sur l'école inclusive, sur l'éducation inclusive, et permettent toute une série de points d'attention. Par exemple, évaluer l'éducation non seulement dans ses processus, mais aussi dans ses effets instrumentaux ou non instrumentaux. L'approche par les capabilités, elle intègre très fort cette temporalité biographique par les cheminements de vie, la réversibilité des parcours de vie, l'attention bien sûr aux facteurs de conversion et au contexte, donc aux conditions sociales dans lesquelles l'éducation peut contribuer à l'accroissement de la liberté réelle des individus. Je n'ai pas le temps de détailler énormément, mais donc on voit bien au fond l'idée que je voulais montrer ici, c'est que ces trois registres de justice, donc égalité des ressources, égalité de la reconnaissance et égalisation des conditions de la capabilisation, sont présents dans le référentiel inclusif. Mais très souvent, ils le sont de manière appauvrie, et il y a un certain nombre de dérives possibles dans les traductions du référentiel, notamment lorsqu'il prend des connotations plus néolibérales ou plus instrumentales. Et donc l'hypothèse du papier, c'est que ces trois théories de la justice combinées fournissent aussi des ressources critiques pour se critiquer les unes les autres. C'est-à-dire que, et pour critiquer finalement aussi les incarnations les dérives finalement, par exemple, les plus instrumentales ou les plus atomistes du paradigme inclusif. Par exemple, l'approche recognitive, donc l'approche par la reconnaissance, permet d'opposer finalement aux conceptions les plus désocialisées de l'individu que portent les référentiels instrumentaux d'éducation aujourd'hui, donc qui repose sur une approche de l'individu désocialisé, très néolibérale. Eh bien, l'approche par la reconnaissance permet de réhistoriciser la construction des identités, de les réancrer dans des contextes, et notamment éducatifs, et de s'intéresser aux conditions de la construction de l'identité et d'une identité positive. Tandis que le référentiel, l'approche capacitaire, va constituer un levier de critique par rapport au référentiel du capital humain, qui constitue une version instrumentale appauvrie de l'idée de développement des capacités et des talents. Pourquoi ? Parce que l'approche par les capacités soulève des points d'attention vers des finalités multiples de l'éducation, pas uniquement instrumentales, pas uniquement en termes d'employabilité, et elle aussi fait attention aux conditions sociales de développement de la liberté réelle contre les préférences adaptatives, par exemple, et des choses comme ça. Et donc toutes ces approches permettent, lorsqu'on rentre dans le détail de chacune d'elles, de se doter d'outils critiques pour penser les dérives du référentiel inclusif qui, je pense, est souvent interprété par certaines instances internationales de manière ou désocialisée, très individualisée et peu ancrée dans des contextes où l'individu et la liberté réelle se forgent. Et en même temps, sans l'approche ressourciste, c'est-à-dire une attention aux conditions et à l'égalité des ressources
eh bien, on perd aussi une dimension critique importante qu'il faut croiser avec ces deux autres paradigmes. Et donc, ce que je voulais simplement terminer par dire, c'est que malgré tout, même si on combine et qu'on fait jouer les unes contre les autres ces théories de la justice, reconnaissance, capacité, égalité, donc, premièrement, je pense qu'une véritable critique de l'école inclusive passe par la mobilisation conjointe de ces trois référentiels, passe par les faire jouer les uns contre les autres, donc les dérives d'une école qui serait basée uniquement sur la reconnaissance, mais qui ne prendrait pas en compte l'égalité, par exemple, ou qui ferait uniquement une approche capabilisante, mais sans prendre en compte l'égalité. Voilà, elles sont intéressantes à faire jouer les unes contre les autres, mais malgré tout, il me semble qu'elles partagent toutes avec finalement le modèle culturel contemporain une forme, malgré tout, d'entrée par l'individu. C'est ce que disait encore Ebersold ce matin à un atelier auquel j'ai assisté. Il y a quand même, à travers tout cela, une tendance à individualiser la question de l'égalité, de la justice sociale en éducation et à poser les choses du point de vue du développement le plus émancipatoire et le plus porteur pour l'individu et à ne pas poser la question finalement des collectifs et des finalités collectives. Donc les collectifs et les finalités collectives ne sont finalement pas vraiment posées par aucun de ces cadres. Et là, ça demande, je pense, une réflexion plus approfondie encore sur ce qui manque à ces théories particulièrement en vogue aujourd'hui. J'ai été beaucoup trop longue, je suis vraiment désolée, mais c'était un peu difficile de faire le tour. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci Marie pour ce cadre très riche et il me semble que tu as pris 15 minutes, donc tu as débordé d'un petit 5 minutes. Donc je passe la parole à Nassira Edjerassi maintenant. Alors, hop, c'est beau. Ouais. Merci d'abord à Farinaz pour l'invitation et je vais être plus courte que ma collègue Marie. Je savais ce qu'elle allait présenter, donc j'ai fait l'économie justement d'une approche plus conceptualisante, etc. Alors nous étions invités à formuler notre position et nos réflexions sur cette thématique en partant de nos recherches. Et je commencerai par dire que, par différence sans doute avec mes deux collègues, je n'ai pas travaillé de manière directe cette question de l'inclusion en éducation, mais je l'ai travaillé sous l'angle des inégalités et des discriminations. Donc, Marie vient de nous faire une présentation des différents modèles, etc. Je ne vais pas y revenir, mais moi, je vais ancrer justement mon propos dans le contexte français. Donc, ça va être différent comme présentation que celle de Marie, mais c'est complémentaire. Et donc, ce que je dirais, c'est que moi, mes premiers travaux de recherche ont porté sur le contexte français et j'ai éprouvé à l'époque le besoin de me tourner vers le contexte états-unien américain pour éclairer ce contexte. Donc, j'avais une compréhension plus large de l'inclusion que celle qui dominait en France et qui domine sans doute encore en France, à savoir la limitation à la question des élèves à besoins spécifiques ou en situation de handicap, mais en lien justement avec les luttes pour les droits civils aux États-Unis, visant notamment à mettre un terme à la ségrégation scolaire. Ça signifie que mon approche visait justement à prendre en compte les dimensions de classe et de race et qu'en France, je ne trouvais pas de ressources conceptuelles, théoriques, justement, pour éclairer ce contexte français. Alors, entre-temps, on a eu des textes internationaux, notamment, qui ont été évoqués par Marie tout à l'heure, et je voudrais quand même référer à l'objectif fixé à horizon 2030, d'offrir un environnement inclusif et sûr à toutes et tous, ce qui inclut les élèves minorisés, marginalisés, en lien avec leurs origines réelles ou supposées, leur religion, leur orientation sexuelle, leur identité, expression de genre. Donc ça, c'est pour justement renvoyer à ce qui m'occupe par rapport à ces questions d'inclusion, et notamment dans le contexte français. Alors ça se traduit par la préoccupation, en tous les cas, dans les textes internationaux, à prendre en compte la diversité en éducation,
Et je rappellerai cette définition de l'éducation inclusive proposée par l'UNESCO en 2017, et donc ça permettra d'éclairer ce que je vais dire ensuite du contexte français. Donc, éducation inclusive définie comme un processus de renforcement de la capacité d'un système éducatif donné à s'adresser à tous les apprenants. Alors, ce que l'on peut dire pour le contexte français, c'est que cela marque une rupture avec la tradition républicaine, universaliste, indifférente aux différences, et l'enjeu étant de réduire les effets excluants à défaut d'arriver vraiment à l'égalité abstraite prônée par cette tradition. Alors, ça renvoie à des enjeux et indissociablement des défis posés à la France, qui sont de répondre aux besoins de toute personne menacée d'exclusion et de discrimination, voire de violence. Alors, je vais m'arrêter à trois perspectives justement qui sont posées, défis qui sont posés au système éducatif français et aux pratiques développées dans le contexte scolaire. Donc, d'abord, la question de l'égalité entre les sexes. Et de fait, en France, on observe la persistance des inégalités malgré la levée d'un certain nombre de barrières, puisque l'éducation inclusive est justement à lever ces barrières. Donc le temps me manque pour procéder à un historique, et ce n'est pas l'enjeu, mais on a maintenant suffisamment de rapports, d'études, etc., qui documentent ces inégalités et qui soulignent à l'envi l'importance de former, puisque je vais y venir aussi, former les personnels enseignants et éducatifs à ces questions. Donc, sur le plan des politiques, cela s'est traduit par la mise en place d'une convention. Donc, une convention qui a été signée une première fois et qui, depuis lors, est renouvelée régulièrement, ce qui marque bien l'échec de ces différentes politiques qui sont mises en place. Et je vous l'ai dit, on a un corpus de recherche bien établi aujourd'hui qui objective ces situations. Donc, deuxième plan important pour moi, pour ce qui concerne les discriminations. Donc, on a les LGBTQI-phobies qui ont été introduites beaucoup plus récemment en France et qui font sans doute encore l'objet de résistance, donc à la fois sur le plan des politiques, mais aussi sur le plan des recherches, puisqu'on a peu de recherches qui documentent justement ces discriminations. Et enfin, troisième plan, celui des discriminations liées aux origines. Je reprends les termes juridiques, et pour moi, c'est vraiment l'un des points aveugles en France et qui heurte encore plus la tradition universaliste. Donc, dans un deuxième temps, j'en viendrai justement à la question des pratiques effectives, comme l'a rappelé en introduction Cécile. On a des discours internationaux qui sont très généreux. Et ce qui est important, c'est de voir ce qu'il en est de la mise en œuvre effective dans et par l'institution scolaire, et aussi comment ça se traduit dans les politiques et dans les formations qui sont effectivement mises en place. Donc là, si on regarde du côté de l'institution, ce que présuppose justement cette école, cette éducation inclusive, ça serait des curricula inclusifs, donc du côté des contenus scolaires, du côté des représentations, des manuels, etc., l'éducation à la sexualité. Et là encore, je ne vais pas développer, mais on a matière aujourd'hui on a des recherches qui documentent l'invisibilité de ces, des biais de ces curricula qui sont loin d'être inclusifs. C'est un euphémisme. Donc moi, je pourrais illustrer par la discipline scolaire qui a fait l'objet de mes recherches initiales, qui est la philosophie. Et donc, mes recherches sur la philosophie comme discipline d'enseignement avaient largement
montrer l'androcentrisme de cette discipline. Et je continue à regarder régulièrement ce qu'il en est des curricula d'enseignement. Et en fait, même si ça a changé ces dernières années, c'est vraiment à la marge. Et on continue à avoir une minorisation, et c'est encore un euphémisme, des figures de femmes philosophes ou de philosophies qui viennent d'autres horizons, etc. Donc je n'ai pas le temps de développer, mais on pourrait regarder ce qu'il en est d'autres disciplines d'enseignement et la situation est de même acabit. Donc du côté des pratiques, donc ce que l'on peut observer, c'est des formes de résistance des personnels qui sont soit articulées à leur propre positionnement, soit politique ou idéologique, soit par crainte des réactions des parents, des familles, ou par crainte des réactions des directions des établissements. Et si on prend l'exemple des élèves LGBTQI, sur lesquels justement on dispose de moins de données, le constat est que l'école est loin de représenter l'espace de sécurité qu'il devrait être. Moi, je participe à la formation des personnels enseignants et éducatifs et on s'appuie sur les discours officiels institutionnels qui mettent bien en avant que l'école est l'espace de sécurité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les enquêtes internationales dont on dispose aujourd'hui, et je référais notamment à une consultation mondiale sur l'éducation inclusive et l'accès à la santé des jeunes LGBTI+, qui a été conduite par la chercheuse Gabrielle Richard avec MAG Jeunes LGBT et le soutien de l'UNESCO en 2018. Et donc là, leur enquête montre bien, ça corrobore des résultats d'autres enquêtes internationales, puisque jusqu'à présent, on ne disposait que d'autres données, et on voit bien le risque majeur de rupture scolaire auquel sont exposés ces élèves, parce que ils sont sont plus exposés à des violences physiques, des harcèlements, des injures, des insultes, ce qui génère un taux d'absentéisme plus élevé, des ambitions scolaires réduites, des résultats scolaires moins importants, etc. Puis ça, on peut mettre en relation avec ce que Marie a exposé tout à l'heure. Donc on retrouve ces mêmes conclusions dans le rapport mondial de suivi sur l'éducation en 2021, qui également montre, je vais vous donner un chiffre parmi d'autres, que 43% des jeunes 15-19 ans déclarent avoir été ou être exposés à des menaces car LGBTQI. Donc si on en vient maintenant à la question de la formation des personnels enseignants et éducatifs, comme je l'ai dit précédemment, on a des préconisations répétées depuis des décennies. Donc à chaque fois qu'il y a eu une enquête, un rapport, ça se terminait invariablement sur la nécessité, puis ça c'est pas propre à la France, c'est toujours ce même type de préconisation, donc la nécessité de former les personnels enseignants et éducatifs à ces questions. En France, ça s'est traduit, si je reprends mes trois entrées, ça s'est traduit par la mise en place d'un cahier des charges national s'appliquant aux nouvelles maquettes de formation des personnels enseignants et éducatifs à la rentrée 2021, donc c'est tout récent. Et donc la différence avec les politiques de formation précédentes, c'est qu'on a pris acte d'une forme d'échec, d'écueil en tous les cas. Et donc maintenant, on a l'obligation de consacrer un volume horaire dans les maquettes à cette question d'égalité. C'est bien, les termes sont importants, Marie l'a bien souligné, c'est bien la question de l'égalité filles-garçons. Il était hors de question d'introduire le genre. J'ai fait partie des commissions mises en place au ministère avec les politiques, etc. Et il y a eu, quand on a produit le texte définitif, donc il y a eu un nettoyage ensuite par les politiques, et le terme genre a été expurgé. Donc il était hors de question que le terme genre apparaisse dans le texte, et c'est l'expression euphémisée d'égalité filles-garçons qui a été utilisée. C'est important à souligner. Donc c'est beaucoup trop récent pour qu'on puisse mesurer les effets de la mise en place de ce cahier des charges, mais ça gagnerait un travail d'enquête comparable à celui réalisé par l'ANEF et l'ARGEF
qui avait conduit à une cartographie des formations à ces questions dans tous les aspects de France, devra être menée pour voir ce qu'il en est de l'introduction de cette formation, de cette obligation de formation. Et pour ce qui concerne les discriminations LGBTQI+, donc on a un plan national qui bien évidemment prévoit la question de la formation des personnels enseignants et éducatifs. Et à la rentrée 2021, pour la première fois, l'Éducation nationale a produit une circulaire qui portait sur l'accueil des élèves trans ou en questionnement de genre, dans laquelle on trouve le terme d'inclusion. Mais c'était la première fois, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte a fait l'objet de tensions dans les coulisses, au niveau politique, parce que le ministre de l'Éducation de l'époque était hostile justement à ce qu'on introduise ces problématiques. Mais là encore, il est trop tôt pour apprécier les effets de cette circulaire, mais c'était vraiment la première fois qu'on avait par l'Éducation nationale ce questionnement qui était introduit. Et donc je vais terminer là-dessus, justement, puisque Cécile nous avait invités à poser un certain nombre de questions. Donc pour moi, ce qui est important de souligner, ce sont justement les tensions politiques générées par ces différents référentiels qui nous ont été présentés dont les soubassements nous ont été présentés par Marie. Et je vais terminer par la question des défis que cela pose. Donc, ce que j'observe dans le contexte français, je dis bien. Donc, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a eu un déplacement qui s'est opéré, puisqu'après la menace de la théorie du genre enseignée dans les écoles, c'est celle du wokisme qui a été brandie par notre ministre de l'Éducation de l'époque et notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc il y aurait tout un travail de recherche à mener pour décrypter cette nouvelle panique morale, comme cela a été fait dans le dossier des cahiers du genre coordonné par Fanny Gallo et Gaël Pasquier, et la synthèse proposée par le magazine féministe La Déferlante en septembre 2022 concernant les ABC de l'égalité, donc qui était un dispositif mis en place sous la présidence Hollande et abandonné suite aux mobilisations hostiles. Donc, de la même façon, il y aurait beaucoup à travailler et à mettre en perspective avec les résistances à l'introduction de l'écriture inclusive. Et ça s'est traduit par exemple par une lettre qui a été écrite par le Premier ministre de l'époque, qui était Édouard Philippe, pour préciser justement les contextes d'usage autorisés pour les personnels éducatifs. Voilà, donc force est de reconnaître les écarts entre les intentions affichées internationalement et les pratiques effectives, et sans doute des tensions entourant les intentions politiques elles-mêmes, que je mettrai quand même en perspective justement avec tous les travaux qui ont été menés sur la question de la mixité en France, qui avait bien souligné que le problème de fond qui se posait en France, c'est que précisément lorsque la mixité a été mise en place, c'était plus par défaut qu'articulé à une visée politique d'émancipation de toutes et de tous. Et là encore, ce que l'on peut observer en France, c'est qu'on a des actions qui sont menées plus en relation avec des politiques internationales, mais sans que ce soit vraiment porté par nos politiques, ce qui signifie que ce qui est en jeu pour moi, ce sont des transformations radicales nécessaires pour qu'advienne ce que certaines qualifient d'utopie radicale éducative. Et je reprends le titre de l'ouvrage de ma collègue Vanina Moziconacci, qui est issu de sa thèse. Et je terminerai en mettant en perspective, puisqu'on était invité aussi à mettre en perspective avec nos recherches actuelles, et donc je mettrai en perspective avec justement les pistes
ouverte par la féministe africaine-américaine Bell Hooks, qui, elle, invitait justement à une éducation ou une pédagogie féministe radicale. Alors, je m'autorise à forger un qualificatif en m'appuyant sur elle, hein, donc éducation, pédagogie, anti-hétéro, impéralo, cis, patriarcale, justement pour repenser radicalement hein, les pratiques effectives. Et donc, ce que j'observe en tous les cas pour le contexte français, c'est que donc il y a des enjeux politiques, hein, bien évidemment, et indissociablement, pour reprendre Sam Boursier, hein, il y a des enjeux épistémologiques. Et là encore, pour moi, c'est un point aveugle, en tous les cas, des politiques éducatives françaises et du coup des perspectives pédagogiques. Hein. Ce qui fait encore défaut, c'est la prise en compte des épistémologies féministes, donc à savoir la prise en compte de l'ancrage de tout discours, de toute discipline, de tout corps de savoir, des points de vue, notamment les points de vue minorisés, subalternisés, et également la remise en question de l'objectivité scientifique, donc pas seulement l'interrogation hein, de cette construction comme construite d'un point de vue masculin, mais aussi construite d'un point de vue qui invisibilise, hein, qui ne prend pas en compte hein, les populations subalternisées. Et donc, il y a des perspectives intersectionnelles hein, qu'il faudrait intégrer davantage encore hein, dans justement les réflexions que l'on peut avoir, ce qui, en France, n'est absolument pas d'actualité. Merci à vous. Merci Nassira. Je passe la parole à Assunta. C'est la course contre la montre. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je shift immédiatement à l'anglais et m'excuse parce que mon français c'est pas bon. Je l'étudie à l'école, mais je ne suis pas sûre de l'utiliser dans la présentation. Merci beaucoup. The title of my very little presentation was Does Technology Create or Support Inclusion? This is really apparently a very clear and linear question, but all of us, you know well that the answer is more difficult. And as Marie said before, inclusion, is a priority objective of national and international policies. It is an important keyword of educational intervention at national and international level. In fact, measures, project incentives, everything moves in the direction of inclusion. And inclusion, therefore, is certainly one of the most frequently used words when we talk about schools, educational project, use this word in the present for the future of the schools. And in the framework of the policy intervention and practice, inclusion takes first place. We know very well that educational democracy requires schools to put inclusion at the center. Is inclusion a practice? It is also a project, it's a goal, it's a rhetoric, as Marie said before. And today I would like to put school inclusion in relation to technologies. To technology, but I prefer to technologies in a plural verse. The other key phenomena in the contemporary school. And what we can say if we put the two issues together in connection. The question I ask on a general level is, can technology foster or support inclusion processes? And I try to reflect on this question
But I want to tell you just 4 very little stories that I collect in my recent research regarding the question robotic and technologies. And I try to translate my research in connection with inclusions. And 4 small stories, because I believe that inclusion must be thought in everyday life. It's not a question that separate by practice. What happens if we stay in the field and I stay in the practice and I observe something? The first little story is Angelo story. Angelo is the name of boy. The story, the title, this title: Alone I can, but a lot, but it's not enough. Angelo is 10 years old. He lives in a small school in a small city in the south of Italy. He has been diagnosed with autism since he was 5 years old. He attends class 5. Angelo is very able with the computer, with the games, with music, he does this homework with the tablet and he's learned many things. With the tablet, he'll learn to play, to draw, and listen to music. During the lockdown, the tablet was very important. It allowed him to do many things. Every day he connected with the class during the hard lockdown in Italy, you know. And at the beginning, everything was fine. After a few weeks, Angelo didn't want to do his homework anymore. He didn't want to connect to the lesson online. The family was very preoccupied for this. There was an online meeting between the parents and the teachers to understand the situation. Angelo had lost his enthusiasm completely. He did not want to do anything anymore. It was difficult to understand. The teacher tried to talk with Angelo, to establish contact with him. After many attempts, Angelo said that he is alone. He needs the class. He doesn't want to be alone with his computer. The computer is not enough. He wants to go to school. It doesn't want to be alone at home. Okay, this is a story. Very simple. Apparently. The second story is the Asia stories. The title could be Passion for Technology. Asia is 15 years old, and during the pandemic, she discovered her passion for technology. During online classes, during break time, and then during the day, she was always online with her friends, always. They played many hours on Minecraft, online, and Fortnite too. Sometimes even playing all the night with the friends. You know? Asian parents were very alarmed by the excessive use of smartphones and computers. The girl never left her room during the day. However, Asia was happy. The technologies were a very livable space for her. Asia did not like maths very much. On returning to school after the lockdown, many things changed. Now they could no longer use the phone, not back in the daily routine of school. Of course, Asia really missed that parallel sociality.
At school, she could not play with friends with phones. Everything was back normal. Yet, she and her friends realized that with Minecraft and Fortnite, they could do so many things. Why didn't the teachers understand this at school? She now loved technology more. Perhaps in the future she will choose this field in the university studies. On her return to school, however, she discovered that a small robot had been acquired and that they would be doing coding lesson. She then discovered that she could use some of things she had learned with playing with Minecraft in the use of robots. Something had happened. This is the second story. Third is the story of Antonio. The title could be The Protector of Technology. Antonio is 16 years old and attends a vocational school. He lives in the periphery of Rome as a disadvantaged family. His father is an alcoholic. His mother often changes jobs. Antonio does not study, does not have many friends in class, and say he wants to leave school. However, Antonio loves technologies. He likes to fix things that break. He is talented with the computer. At home, he uses his older brother's one. The teacher understands that the situation is very dangerous. Antonio might leave school. He has already done a lot of absence in the class. One day, the school head, in accordance with the teacher, decided to assign to Antonio the responsibility of taking care of the computer lab. Everything changed. Antonio became the guardian of the computers. With him, now the computers are safe and the risk of dispersion is avoided for now. Okay, the last story is a story of a class during lockdown. The title could be Let's Make a Video. The idea for this video comes from Mohammed. He is 18 years old. He came from Morocco to Italy with his family when he was 8 years old. He lives with his family on the periphery of a big city. And during the hardest phase of pandemic, with the closing of the school, he was very sad. At home, he did not have a computer. He used his phone to connect to the lesson. One day, the Italian teacher decided to do some work on the family, on the theme of family, and tells the student to use whatever you want to methods for this work. Mohammed is very good in drawing. Everyone in the class knows this competence. And the teacher then asked Mohammed if he wants to make drawing to tell the story of his family. And Mohammed accepts. The drawing he brings very beautiful. When we return to the class with everyone's technical cooperation in the computer lab, we managed to make a small animation video with Mohammed drawings. Okay, the story is finished. Now some very, very little reflections about. Is inclusion related to technology? We can say yes. The stories are about disability, gender, risk of dispersion, immigration. In these stories, technology is only a mediation, a sort of mediation in educational practice. Perhaps we need to reflect more generally on what inclusion means. Inclusion, and Maria said before a lot
theoretical perspective, but I think in a very elementary means, inclusion implicitly means that something or someone must be brought within a space. Inclusion, it is inclusion in a modernist, colonialist, nationalist perspective. It means that we must bring the different within a framework of, a normality. Inclusion as, assimilation, maybe, I don't know. The second definition is not theoretical perspective, in an empirical way, is that inclusion means affirming difference, recognize and classify difference, disabled people, immigrants, young people, women. In this case, inclusion is the classification of difference, permitted the classification of difference. And after this kind of classification, also in terms of policy, we can produce the project, but the question is if in this case we produce a differentiation and a stigmatization with this kind of interventions. The other reflection is that perhaps we need to change, and we have to use maybe another word, I don't know. Is inclusion still the right word for us in this complexity? Implicitly in the word inclusion is the idea of bringing someone closer, more closer to something else that is bigger and acceptable. Perhaps we can question this meaning. Rather than inclusion, the effort is to enter into dialogue in practice. Does technology serve to open a dialogue? Maybe yet, but technology cannot do anything on its own. The educational policies regarding inclusion, I think have to know more what's happened in the practice of school. But we know well that's an incommensurable position between the policy and practice. I'm quite finished. The fourth story said that we need to be very close to the processes, to look at the small everyday stories. Technology can become an ally to foster inclusive relational processes. School, we know very well, is a complex social field in which all the contradictions of society arrive. Technology can be an ally, but there is a need for a lot of participation, listening, dialogue, attention, empathy, collaboration, Technology move in the story of Asia, for example, the technology move from the wild to school and from school to wild, to the environment, the context, the social network. We have to stay in this between the school and the wild. We have don't have concentration only in the school, of course. At the end, technology at school is all one effect in a wider relational field, very more complex relational field. But is not separate action, but a daily, continuous, silent, and constant process. Technology can help, but necessarily we have to connect it with the process from below. And this is possible that we can see many unexpected effects. Thank you. Merci beaucoup Assunta pour ces études de cas qui nous ont fait voyager dans le sud de l'Italie. C'était passionnant. C'est possible d'extendre the stories also, not only, sorry for the mix of my language, not only in the Italian context, but more general. No? Okay. I hope. Alors, je vais d'abord donc demander à nos trois intervenantes si elles souhaitent réagir à l'un des points, un des points qui a été mentionné par les collègues.
Marie, je te passe la parole. Oui, en même temps, le temps passe, je ne veux pas monopoliser trop. Juste rebondir alors sur 2 points. Par rapport à l'exposé de Nassira, moi, ce qui me frappe, c'est cette tension. Enfin, d'abord, je trouve vraiment important, il y a tout un chantier de recherche énorme sur la réception, la mise en œuvre de ce référentiel inclusif. Et on voit bien dans le contexte français, tu le mets super bien en évidence, à quel point ce référentiel vient frotter avec l'héritage de l'universalisme civique républicain et toutes les difficultés qu'il y a à basculer. Bon, ça, je trouvais ça super intéressant. Par rapport à la notion, je trouve que ça met en évidence la tension entre universalisme et cette notion de différence quand même qui monte à travers le paradigme de l'inclusion. Bon, simplement, ce que je voulais dire, c'est peut-être il faut trouver des voies pour réconcilier les deux. Et là, c'est vrai qu'il y a la piste que j'évoque dans mon papier de l'idée de Beck d'un universalisme contextualisé, c'est-à-dire non pas transcendant, abstrait, mais un universalisme qui parte d'une perspective dialogique, en fait, à partir du bas. Donc en donnant une place à la différence et en remontant de manière construite finalement à partir d'un dialogue. Et l'autre chose qui frappe aussi dans ton exposé, c'est la réintroduction de la question de la domination, que le référentiel inclusif évacue en fait. Et là, c'est vraiment la question des dominations croisées que je trouve vraiment importante, enfin intersectionnelle en fait. Et donc on voit bien que dans ces discours internationaux, oui, on parle d'inégalité, etc., mais on ne parle pas tellement des dominations croisées, je trouve. Voilà, et sur l'exposé d'Assunta, je trouve, voilà, c'est vraiment super intéressant de montrer de manière extrêmement nuancée comment une ressource qu'est la technologie peut en fait avoir un potentiel inclusif ou pas, selon en fait les contextes. Donc voilà, avoir une approche contextuée de l'usage des ressources. Mais effectivement, cette technologie, elle fait aussi pont, je trouve, vers des cultures juvéniles que l'école a quand même un peu mise de côté. J'ai l'impression que là, on est quand même confronté à cette idée que la technologie permet à certains élèves d'être reconnus dans leurs compétences, ce que la forme scolaire classique basée sur l'écrit ne fait pas. Je trouve ça intéressant aussi, ça invite quand même à questionner nos cadres. Voilà, mais merci pour vos exposés. Merci Marie. Est-ce que Nassira, vous souhaitez réagir, Assunta? Oui, en lien avec la présentation de Marie, enfin, ce que je trouve important justement, et c'était nos 2 interventions, de contextualiser. Parce qu'on a des discours très abstraits, finalement. C'est l'école, l'école en Italie ou l'école en France ou l'école en Inde. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est important et je trouvais extrêmement riche, justement, les présentations faites par Assunta, et notamment, puisque c'est la réflexion à laquelle on était invité par rapport à ce contexte pandémique, post-pandémique, c'est encore trop tôt, on n'a pas encore le recul nécessaire. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, en tant qu'universitaire, on commence, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais on commence, et c'est qu'empirique, et observer nos étudiants et étudiantes qui ont connu cette scolarisation à la maison, les effets sur le travail universitaire, l'entrée dans le travail universitaire, etc. Donc je pense que là encore, c'est un autre chantier de recherche qui s'ouvre à nous et qui nous invite justement à repenser les choses en lien avec ce que vous disiez à l'instant. Est-ce qu'il faudrait trouver un autre terme que ce terme d'inclusion? Enfin, moi, je n'utilise pas, j'ai commencé par dire que je n'utilise pas ce terme, mais c'est parce que je suis critique de la manière dont c'est mobilisé, justement, parce que c'est une manière euphémisante de ne pas affronter les problèmes de fond, ce que tu disais à l'instant, et systémiques en plus. Voilà. My theoretical perspective, because I don't cite anything. I use usually the perspective of Bruno Latour, the actor network theory, the science and technology studies.
and the necessity to stay in the field and to observe the connection with the human and not human. This is the theoretical perspective that inspires my vision when I stay in the field, not follow only the people, the men and the women and the children in this case, but the relation, the social material relation that's happened in the daily life and in school too. Just this. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques minutes pour prendre les questions du public. Bonjour, merci beaucoup pour ces échanges très stimulants au niveau intellectuel. Je ne vais pas poser une question, mais je vais plutôt faire une réflexion, en tout cas une remarque en lien avec la première et la deuxième présentation. Je trouve intéressant que vous présentiez les modèles de justice sociale et ensuite que vous les confrontiez avec les éthiques du Caire, enfin l'utopie féministe, les utopies féministes radicales, afin justement de voir en quoi ces modèles ont des bornes, réinterroger les bornes des savoirs. Pascal Amartya Sen est un économiste, Rawls, et honnête, enfin voilà, des hommes. Donc je trouve intéressant d'avoir ces doubles enjeux et de voir en quoi les approches féministes radicales, vous parliez de Bell Hooks, invitent à faire émerger des sororités conflictuelles en classe, un collectif, pour que les spécificités individuelles soient, on va dire, rendues collectives, enfin identifiées comme une problématique qui est aussi collective féministe. Et voilà, enfin, c'était une petite remarque. Merci beaucoup. Je me permets d'intervenir comme ça dans la mesure où ça va avec une question que j'aurais voulu poser à Marie et Nassira, notamment autour des contributions de Fraser qui prend d'une certaine manière ces trois lignes autour de la justice, mais qui les pose bel et bien en termes de domination et en termes de lutte contre des discriminations. Alors, ce qui m'a frappé, et je vous remercie toutes les trois, je profite pour votre présence, vos exposés, et le croisement des exposés qui donne quelque chose de très très complet. Et merci Cécile d'avoir géré ça. Pour dire à quel point finalement une lecture de la deuxième époque de Fraser avec la notion de participation et la mise en cause de l'ordre de la mondialisation permet peut-être de passer de la rhétorique de l'inclusion qui se développe sur une individualisation, sur une lecture individualiste de ce que fait l'école, de ce que fait l'éducation, à une lecture collective et une lecture qui est de lutte contre les discriminations. Mais je ne sais pas, Marie, vous en avez parlé de manière centrale, et en même temps, j'étais surprise qu'on revienne plus à Honneth qu'à Fraser de ce point de vue. Mais on a aussi tous ces petites préférences, et je dois dire, je lis plus Fraser que Honneth. Oui, oui. Merci beaucoup. Non, pour cette remarque tout à fait justifiée. Bon, c'est vrai que j'ai dû aller très très vite et qu'ici j'ai un peu, j'ai pris justement Honneth et la théorie de la reconnaissance parce que, pour son unilatéralité, on va dire, parce que il n'articule pas avec nécessairement avec redistribution autant que d'autres comme Fraser ont pu le faire. Donc c'était pour avoir des pôles un peu emblématiques de certaines facettes. Mais effectivement, dans d'autres papiers, j'utilise beaucoup plus Fraser dans l'articulation, redistribution, reconnaissance et puis liberté réelle finalement, elle en parle aussi, enfin développement d'une capacité à agir, d'une agency. Donc elle est passée même d'une conception bidimensionnelle à une conception tridimensionnelle de la justice sociale. Oui, c'est vrai que dans le papier ici on n'est pas beaucoup revenu sur elle, mais c'est tout à fait important. Oui, merci pour la suggestion. Moi, j'ai une question pour Nassira, du coup. Ouais. Bah, du coup, par rapport à
à l'universalisme et justement la question trans en France. Enfin, je vois dans les sphères militantes qu'il y a un gros backlash quand même de toute cette question justement aux États-Unis et en France. Et je me demandais comment vous perceviez ça, vous, de l'intérieur un peu, du système éducationnel. C'est-à-dire comment m'exprimer que vous parliez de cette nouvelle mandat, ce nouveau mandat, c'est ça, et que justement il y avait un rejet justement de la question trans, et en plus on voit plein de féministes radicales anti-trans qui se font accueillir dans la sphère politique, et juste, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ouais. En fait, quand j'ai évoqué la circulaire, j'étais sur le plan des politiques. Et donc, je soulignais que, ce qui est quand même remarquable, c'est qu'on a eu cette circulaire et en même temps, on connaissait la position du ministre, ce qui n'est pas anecdotique. Donc ça, c'est une chose. Après, dans le monde militant, c'est encore autre chose. Et donc là, ça renvoie aux positions, ce que je soulignais aussi, les positions des enseignantes qui étaient mises en tension avec les textes officiels. Et ça renvoie aussi à la position inconfortable dans laquelle je me trouve en tant qu'universitaire en charge de former les futurs personnels enseignants éducatifs. C'est-à-dire que d'un côté, en France, quand on est universitaire, on a la liberté pédagogique. Donc moi, je suis à l'aise avec mes recherches, etc. Mais en même temps, quand j'ai en charge la formation des futurs personnels enseignants éducatifs, j'ai affaire à des fonctionnaires qui ont des obligations statutaires. Et donc, je suis en permanence renvoyée à des questionnements de la part de ces personnes qui sont par ailleurs militants, militantes. Et ces dernières années, justement, moi, ce que j'ai observé depuis que j'interviens dans la formation des personnels enseignants éducatifs, la question la plus saillante qui ressortait avant cette circulaire, c'était que faire quand on a un élève, une élève qui vient nous interroger, etc. Et l'année dernière, je me suis retrouvée c'est pas en difficulté, parce que moi, je suis dans une situation confortable, mais je me suis retrouvée confrontée à la divergence entre ma position d'universitaire, ce que je pouvais dire aux stagiaires qui sont fonctionnaires, et le discours de l'institution. Et donc, par rapport à cette circulaire, par exemple, on a un texte qui est ambigu et qui est susceptible d'interprétation. Et donc, dans le texte, ce qui est dit, c'est, à un moment donné, que s'il y a une demande d'une élève d'utilisation d'un prénom d'usage, justement, le terme qui est utilisé, le verbe qui est utilisé, est ambigu. Donc, en théorie, l'institution enjoint les personnels à avoir l'accord des familles, ce qui est problématique lorsque l'enfant est en questionnement et possiblement ne s'est pas ouverte à la famille. Et c'est là qu'on est renvoyé à la question de l'institution qui est supposée être un lieu sûr et de sécurité. Et donc moi, je joue là-dessus en disant vous avez une obligation d'offrir un environnement de sécurité à cet enfant, et je prends les quelques données. Alors c'est pour ça que les enquêtes mondiales dont on dispose sont précieuses, parce que ce que les données internationales font ressortir, c'est que ces enfants sont plus exposés au risque de suicide. Et donc par rapport à ça, il y a cette obligation de ces fonctionnaires, justement, de prévenir cette suicidabilité. Donc moi je joue là-dessus, mais les personnes que j'ai en face de moi, et donc parmi elles des militantes féministes, et donc ça ne renvoie pas aux discussions à l'intérieur d'eux. Moi je recontextualise par rapport
au métier enseignant, donc ne sont pas dans la même position que la mienne. Donc moi, j'ai des données, des ressources, voilà, de ce type de ressources, et puis moi, je n'ai pas ma titularisation qui est en jeu. Donc c'est pour renvoyer encore à cette espèce de... il y a des textes officiels, et en même temps, il y a quand même cette résistance de l'institution à vraiment être accueillante de ces publics, mais une institution qui ne peut plus demeurer sourde, parce que nous, on a eu des cas d'élèves qui se sont suicidés ou qui ont menacé de se suicider, etc., etc. Et on a de plus en plus ce type de situation. Donc moi, je joue, c'est une façon de parler. Pour moi, c'est plus important d'appuyer sur ces éléments-là, parce que ça fait partie des obligations des personnels enseignants en France en tous les cas. On a un référentiel professionnel des personnels enseignants éducatifs, et l'une des missions de ces personnels, c'est d'offrir un environnement de sécurité. Et donc par rapport à ça, après, on est... moi aussi, je suis militante féministe, je peux avoir ma propre position par rapport à ces problématiques. Je peux être dans un positionnement de certaines féministes radicales, mais c'est à mettre de côté par rapport à cette problématique professionnelle. Voilà, c'est pas que je veuille botter en touche, c'est simplement repositionner le questionnement par rapport à un environnement professionnel qui n'est pas l'environnement militant. Oui. Pardon. Il y a vraiment un champ de recherche sur diversité et inclusion au niveau des personnels éducatifs. Pour la petite histoire, on voulait faire un symposium, un atelier là-dessus à la ISLF à Sfax qui se tient dans un mois, et il n'y a eu aucune proposition de communication par rapport à cet appel. Donc mais je pense que c'est une très bonne question, effectivement. Il y a quelques petits travaux de mémoire et tout ça sur la manière dont des enseignants eux-mêmes issus des diversités, on va dire ça comme ça, posent cette question dans leur classe, dans le cadre relationnel qu'ils établissent avec les élèves. Et c'est étonnant de voir qu'ils n'ont pas toujours... il y a une diversité de positionnement de la part de ces personnes qui ont elles-mêmes eu un parcours à travers l'institution scolaire et qui ont dû parfois développer des stratégies identitaires, de normalisation, etc., ou rendre des comptes à la norme scolaire et à ses savoirs, ou à son universalisme en France. Et donc, tous les enseignants issus des diversités n'ont pas nécessairement, a priori, une posture de défense d'un paradigme inclusif radical. Donc c'est assez... ça mériterait vraiment d'être creusé en termes de recherche, il me semble. À replacer ça dans leur propre trajectoire et dans le type d'établissement aussi dans lequel ils sont. Mais c'est une bonne question, en effet. De mémoire, je sais qu'il y a quelques travaux, à mon avis, il y a plus de travaux sur cette question au Québec, parce que je connais quelques chercheuses, notamment, par exemple Joëlle Morissette, qui travaille sur la diversité, sur les personnels enseignants, plutôt donc personnels issus de la migration. Mais je pense que cette question est davantage traitée justement dans les contextes canadiens, québécois, la question des enseignants trans ou LGBT. Il me semble que c'est plutôt peut-être de ce côté-là, de l'autre côté de l'Atlantique, qu'il faut aller voir. Voilà. Et en France, on a quelques travaux empiriques, mais c'est très réduit. Des travaux avec une dizaine d'enseignants, enseignantes qui se définissent comme LGBTQI, etc. Des enseignants de la diversité, c'est encore plus la zone d'ombre en France. Vraiment, le point qui achoppe le plus, c'est sur cette question-là. Mais on a des thèses qui ont été soutenues récemment avec des publications. Et il y a des thèses qui sont à venir, mais avec la grosse difficulté que soit on ne veut pas être assigné à résidence quand on fait ce type de travaux, qu'on est soi-même issu de la diversité ou des diversités, soit on s'expose après à ne pas être recruté, etc. Donc vraiment, c'est au croisement de plein d'enjeux institutionnels, etc. Donc pour l'instant, c'est extrêmement limité, les travaux empiriques dont on dispose.
Une grande recherche Educagri, là, enfin pas Educagri, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est en cours, mais je peux te dire, hein, de l'intérieur, hein, les universités résistent. Moi, Sorbonne Université ne participe pas à la recherche. En fait, on a des collègues qui ne sont pas... Enfin, moi, je ne suis... Enfin, pour moi, j'ai pas la même lecture que toi. Je sais que les collègues qui travaillent là-dessus n'ont pas de poste en France. Le collègue est en poste en Belgique, hein, et c'est lui qui mène cette recherche. Il a fait sa thèse à Nanterre et puis il est en poste. Non, ça c'est encore un autre, Fabrice Dume, mais il y a encore un autre collègue qui travaille sur l'enseignement supérieur. Hein, c'est lui qui est à l'origine de cette recherche. Et les universités ont été invitées à répondre à cette enquête nationale. Et, il y a peu d'universités qui répondent. Non, moi j'ai pas dit que la question était réglée. Non, j'ai pas dit que c'était réglé. Je te dis que c'est. Il y a quelques années, il y en a très peu. Les universitaires qui justement. Oui. Pas que tu disais que ça avait été réglé, je disais qu'on avait très peu de travaux. Non, mais des travaux qui vraiment portent là-dessus, hein, on en a très très peu. Et lesquels sur les carrières? Lesquels? Tu me diras. Je vous propose de continuer cette discussion durant la pause midi, parce que c'était vraiment passionnant, mais un grand merci à nos 3 intervenantes. Je crois qu'on peut vraiment les applaudir.